internationales. Les relations internationales, c'est absolument déterminant pour la marche du Québec vers son indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, un dénommé Jean Chrétien a décidé de demander à la Cour suprême un avis pour savoir si le gouvernement du Québec pouvait faire une déclaration unilatérale d'indépendance, comme le prévoyait le projet de loi sur l'avenir du Québec qui a été distribué à toutes les portes en 1995. La décision de la Cour suprême, je n'entre pas dans les détails, était assez claire. Si la question est claire, si le résultat est clair d'un référendum, alors le gouvernement fédéral a l'obligation de négocier. Bon. Mettons que les négociations se poursuivent. Il faut quand même prévoir qu'est-ce qui arrive si les négociations ne fonctionnent pas, échouent ou ne mènent nulle part. Alors, disent les juges de la Cour suprême, c'est l'international, c'est la communauté internationale qui tranchera. C'est fondamental. Ils ne recommandent pas ça, les juges. Ils disent c'est comme ça. Vous comprenez à quel point c'est important de maintenir des contacts avec l'étranger, de préparer la reconnaissance internationale du Québec. Ça prend des années, ça prend énormément de démarches. C'est centré, j'en parle dans les détails, mais c'est centré sur la France et les États-Unis, évidemment. Vous voyez, tout ça, tout ce travail-là prend des années. Quand en 1995, comme en 1994, pendant la campagne électorale, j'ai pu dire, si vous m'élisez, je vais faire un référendum pour réaliser la souveraineté dans les 8 ou 10 mois qui suivront l'élection. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que ça faisait 4 ans qu'on travaillait. Moi, ça m'énerve les débats sur quand est-ce qu'on va faire un référendum. On fait un référendum quand on est prêt. Et pour ça, il y a énormément de travail avant. Évidemment, on commence dans l'opposition. C'est clair. C'est pas quand on va prendre le pouvoir qu'on se dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, non? Vraiment. Mais une fois qu'on est au pouvoir et qu'on s'est fait élire pour réaliser la souveraineté du Québec, bien là, vous comprenez, on se sert de l'appareil gouvernemental pour réaliser ses fins. Ah. Ça fait 15 ans que j'entends maintenant les chefs successifs du Parti québécois au pouvoir dire « on ne va pas utiliser les fonds publics pour promouvoir la souveraineté. » Ah, ben, si vous ne voulez pas utiliser les fonds publics pour promouvoir la souveraineté, pourquoi êtes-vous là? Il faut avoir des idées claires sur ces choses-là. Si on se fait élire pour réaliser la souveraineté du Québec, on ne peut pas rester neutre par rapport à l'appareil gouvernemental. Il faut l'orienter en fonction des objectifs qu'on a. Évidemment, comme premier ministre, j'en ai dépensé de l'argent. Et comment? Hein? Et comment?
Moins que le fédéral, par exemple. Mais ça... Bon, ça étant dit, passons à l'autre aspect. Qu'est-ce qu'on veut faire du Québec de demain? De notre Québec comme pays indépendant. Et ça, vous voyez, là encore, il ne faut pas avoir peur de ses rêves. Il faut pas se laisser influencer par cette tendance actuelle de dire avant toute chose combien ça coûte. On commence par définir ce qu'on veut faire. Quel genre de société on veut avoir? Qu'est-ce qu'on veut avoir sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique? Faire un dessin. Puis après ça, bien, on regarde ce dont on dispose comme moyen. Et il n'est pas obligatoire qu'on ait tout de suite, mais il faut savoir ce qu'on veut avoir comme société. Il faut avoir un objectif, des objectifs. Autrement, si on laisse les comptables gagner, comme ils gagnent depuis des années, bien, qu'est-ce que vous voulez? L'équilibre devient obnubile tout, cache tout. On ne veut plus rien faire. Évidemment, quand on cherche à dessiner une société, on n'est pas tous d'accord. Ça prend un certain nombre de valeurs communes, c'est entendu. Mais même à partir de ces valeurs communes, comment les réaliser? Ben oui, c'est pour ça que les partis politiques existent, pour refléter les différentes tendances. C'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'à l'indépendance du Québec, on va avoir des partis qui vont avoir des vues très, très différentes de l'avenir, singulièrement à cause de la question nationale. Entre fédéralistes et souverainistes, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'indépendance, on va avoir un débat. Mais ensuite, après ça, il va y avoir un bouleversement politique extraordinaire une fois que le Québec est devenu indépendant. En gros, là, pour simplifier les choses, il va y avoir ceux qui pensent que ça va un peu trop vite, et puis on les appellera la droite. Puis il y a ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, puis on les appellera la gauche. Puis il y en a ceux qui vont faire, enfin, pour qui ça va comme c'est mené, puis on appellera ça le centre. Puis on sera devenu normal, enfin. Maintenant, sur ce cheminement-là, on le sait. On nous met dans les jambes beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Et des obstacles qui sont importants parce qu'ils dégagent des impressions dans l'opinion publique. C'est très difficile, puis des impressions de peur. C'est par la peur qu'on empêche l'idée de souveraineté du Québec d'aboutir. On en est tous parfaitement conscients. Ça a commencé il y a 35 ans par les pensions de vieillesse. Si le Québec devient indépendant, les pensions de vieillesse disparaissent. Pas besoin de vous dire la frousse que ça a flanqué dans certains milieux. Quand les Québécois ont compris que les pensions de vieillesse, ils les payaient avec leur propre argent, ça s'est calmé. On en a eu. On en a eu tous les genres, la monnaie, la pièce à l'évêque. Une monnaie d'un parti Québec, d'un Québec souverain allait s'effondrer. En fait, c'est le dollar canadien qui s'est effondré. Mais de toute façon, la question monétaire est réglée depuis longtemps. Si les Québécois veulent garder le dollar canadien, ils le gardent et personne ne peut les en empêcher.
Alors, fin du débat monétaire. On est les plus taxés d'Amérique du Nord. Donc, on ne peut rien faire. On peut juste trouver les moyens peut-être de baisser les taxes éventuellement, mais comment dire? Bon. Là, dès qu'on commence à travailler un peu les chiffres, là, comme l'a fait Godbout dans son livre « Le Québec, paradis des enfants », on constate des choses. Ben oui, les choix de société du Québec qui ont été faits font que, ben, comme on se donne plus de services que les autres, c'est évident qu'on va être plus taxé dans l'ensemble. Mais, si on prend des familles avec enfants, que ce soit biparental ou monoparental, d'ailleurs, c'est pareil. Là, le Québec, le Québécois, les Québécoises qui ont des enfants sont moins taxés que dans toutes les provinces canadiennes. Alors, c'est sûr que dans l'ensemble, on va être plus taxé si on s'offre plus de services. Il n'y a rien là. Quant à savoir si on en a pour notre argent, ça, c'est un autre problème.